Et Bah voilà. donc, merci. Merci Françoise. Donc bonjour à tous, moi c'est Grégoire Chartron, je vais me présenter. Je suis très content d'animer ce deuxième webinaire sur les dernières tendances et points clés pour être bien référencé sur Google. Voilà, donc je sais on est 43 participants actuellement, on attend environ 70 personnes. Pour information, le webinaire va être assez dense. Je vais vous montrer le programme. Si vous avez des questions, on a quand même dédié un espace de 15 minutes à la fin pour poser vos questions. Vous pouvez au fur et à mesure les poser, par exemple, dans le fil de discussion, comme ça on pourra revenir ou attendre la fin et les poser à l'oral. Ce webinaire-là est donc, comme l'a dit Françoise, enregistré en vidéo, donc il sera disponible à J plus une semaine environ sur le site web de l'Académie. Et le support que je vais vous présenter, toutes les slides vous seront envoyés en PDF d'ici 48 heures. Donc voilà, le support que j'ai fait se veut vraiment interactif. Il me sert de présentation, mais il pourra vous resservir aussi, bien entendu, à chacun d'entre vous comme base de travail. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Grégoire Chartron. Voilà, le nom de ma structure s'appelle Le Weboscope. Je suis installé, alors pas en Pays de la Loire, mais pas très loin, limitrophe, à côté de Poitiers, voilà, dans la campagne poitevine. J'apporte conseil et accompagnement en communication digitale touristique. Je suis vraiment spécialisé dans le monde du tourisme et le monde de la culture. Et je suis notamment expert en création de sites web, de sites internet sur mesure pour les professionnels du tourisme, et notamment avec le CMS WordPress, pour ceux qui connaissent. Auparavant, j'ai eu une belle expérience en tant que salarié au sein d'autres structures chez des institutionnels. J'ai travaillé pendant 7 ans à l'Office de tourisme de Montpellier où j'étais en charge de l'identité digitale de la destination. Puis après, au comité régional du tourisme Languedoc-Roussillon, puis Occitanie, où j'étais encore une fois en charge voilà, de tout ce qui touchait au digital et à la communication. Et enfin, je suis formateur co-managing depuis 2022. Voilà, j'ai eu le plaisir d'effectuer une première formation l'an dernier. Et puis en 2024, il y en a d'autres qui vont venir. J'en profite d'ailleurs pour aller dans le sens de ce que disait Françoise. N'hésitez pas à vous inscrire aux formations. Au niveau de notre thématique, il y a 2 formations qui vont être proposées sur le référencement. Il y en a une première qui aura lieu le jeudi 25 janvier en Vendée, à Saint-Michel-en-Lerme, qui s'intitule Booster votre référencement et la visibilité de votre site. Elle est plutôt pour les débutants, les intermédiaires, et c'est moi-même qui assurerai cette formation. Et une deuxième formation dont la date est encore en cours de validation, qui aura lieu certainement au cours du premier trimestre, en janvier ou février, qui sera à Laval et dont l'intitulé est Travailler votre référencement naturel sur Google, les fondamentaux. Donc aussi une formation plutôt débutant intermédiaire. Voilà. Les objectifs du webinaire, c'est important de les rappeler avant de commencer. Les principaux objectifs, vraiment, c'est de vous donner les clés grâce à ce webinaire sur comment optimiser votre site web dans l'objectif de satisfaire les utilisateurs et surtout de gagner des places dans les résultats de recherche. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Le deuxième objectif, c'est de comprendre un peu tout ce qui se cache derrière la notion de référencement, que ce soit au niveau technique, au niveau éditorial, comprendre toute l'importance de ces critères. Et le troisième point, c'est comment se positionner et envisager sereinement l'avenir du référencement naturel pour votre site, avec les tendances qui sont déjà en cours, les tendances à venir, etc. Le programme détaillé, donc je regarde ma montre, j'ai mon timer, donc on est ensemble voilà, jusqu'à 15 heures pour que je vous montre tout ce programme, jusqu'à 15h30 même, on finira par les questions-réponses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la première partie, on va regarder vraiment les règles immuables du référencement naturel. Une deuxième partie dédiée au contenu, voilà, parce que le contenu reste quand même le centre névralgique, les contenus de tout ce qui concerne le SEO. Euh, un petit focus sur la notion d'expérience utilisateur. Ça, c'est souvent quand même très lié à un site web de qualité et donc à un référencement de qualité. Une quatrième partie sur l'importance de l'audit technique. Voilà. Souvent, on a un site web qui existe ou on a le projet d'en créer un autre. Passer par la case audit pour voir quels sont les points bloquants et puis tendre vers des améliorations, c'est vraiment un point important. Le cinquième point, les mutations en cours et à venir. Voilà, donc là,
je n'en dévoile pas trop, je dévoilerai ça à la fin. Et on aura le plaisir d'accueillir, juste avant les questions-réponses, Anna Moriva, qui est voilà, en charge, qui est donc responsable de la communication digitale du bioparc de Douai-la-Fontaine et qui bah, voilà, nous fera un témoignage de professionnels du tourisme de la région, un témoignage axé sur les actions du bioparc pour améliorer son référencement naturel avec un prisme un peu spécifique qui est celui de l'éco-conception. Voilà. On est parti. Donc, avant de lancer vraiment, de se lancer dans l'atelier, je sais qu'il y a différents niveaux, certainement, au sein d'entre vous, de connaissances quant au référencement. Donc, voilà, pour les plus novices, il me semblait intéressant bah, de repositionner, de redéfinir ce qu'est le référencement. J'ai trouvé, il y a plusieurs définitions assez larges. J'ai trouvé celle-ci qui, pour moi, est voilà, assez complète. Donc, le référencement naturel, ou SEO, Search Engine Optimization en anglais, désigne en fait l'ensemble des techniques qui consistent à positionner favorablement votre site ou des pages de votre site sur les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. Les résultats naturels, c'est vraiment ce qui vient en dessous des résultats payants. Voilà, là aujourd'hui, on ne va pas parler de référencement payant, on va vraiment parler uniquement de référencement naturel. Voilà. Un bon référencement permet à votre site d'apparaître dans les premiers résultats de Google et de booster sa visibilité sur Internet. Aujourd'hui, je vais vraiment essentiellement parler de Google. Il y a d'autres moteurs de recherche qui existent, comme Bing, etc. Google trust vraiment le marché. Bing, pour vous donner un exemple, ne représente que 3% du marché, donc c'est vraiment assez faible. Donc, je vais beaucoup parler de Google aujourd'hui. Voilà pour la définition. Alors, le premier point, les règles immuables du référencement. Il y a dans ces règles immuables plusieurs critères qui rentrent en lieu, qui rentrent en compte. Il y a ce qu'on appelle les critères techniques on-site, donc les critères et les critères éditoriaux on-site, c'est des critères sur lesquels vous pouvez agir, on peut agir de manière autonome sur son site. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le SEO off-site. Donc là, par contre, c'est vraiment des stratégies qu'il faut déployer en dehors de votre site pour améliorer son positionnement, notamment via la stratégie de netlinking. Alors, je m'excuse auparavant, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes, je ne suis pas forcément voilà, très fan, mais c'est vrai que dans le monde du web, de la communication digitale et plus particulièrement du référencement, il y a beaucoup de mots en anglais qui n'ont pas forcément d'équivalent en français. Donc, si vous avez des questions à la fin sur certains mots, n'hésitez pas voilà, à me les poser. Donc, le premier point, les critères techniques. Donc, ces critères techniques sur lesquels vous pouvez travailler, qui correspondent donc à des critères que vous pouvez actionner sur votre propre site, en fait, sont un ensemble d'éléments spécifiques analysés par l'algorithme Google afin de déterminer la pertinence et le classement d'une page web dans les résultats de recherche. L'algorithme Google, personne, enfin voilà, au sein de Google, quelques personnes le connaissent, mais à l'extérieur assez peu. On estime que c'est environ entre 200 et 300 critères différents qui s'amalgament tous entre eux pour permettre à Google de déterminer le positionnement et l'importance d'un site. Donc tous ces critères, tous ces éléments techniques-là facilitent en fait la compréhension de la structure et de la lecture des contenus par le moteur de recherche, par Google. Donc, ces critères techniques, il y en a un certain nombre. Alors, je vais garder, le webinaire se veut volontairement un peu plus technique au début et après, pour les moins technophiles, on va aborder sur des choses plus en lien avec l'éditorial, vous verrez. Mais là, cette première partie, elle est incontournable, il faut passer par là, mais elle est voilà, assez technique, on va dire. Donc, les premiers critères techniques SEO on-site, c'est tout ce qui concerne le balisage sémantique de chaque page pour une indexation optimale. Là, pour certains d'entre vous, ça va déjà vous parler. Je vais vous donner cette liste et après vous donner des exemples vraiment concrets pour que ça puisse vous parler. Alors, il y a deux choses vraiment qui sont la base, c'est la notion de balise title et balise description. Elles sont vraiment primordiales et doivent être uniques pour chaque page. Voilà, ces balises-là, je vais vous les montrer tout de suite. En fait, la balise title, c'est celle qu'on lit tous les jours quand on fait des recherches sur Google, c'est celle qui est en bleu, voilà, qui correspond ici à Bioparc Zoo Douai de la Fontaine. Et la balise description, c'est celle qui est en dessous, voilà, où il y a un peu plus de caractères, elle va jusqu'à 160 caractères. Donc, c'est ces deux balises dont je parle.
Donc, la balise title, la première, celle qui est en bleu, c'est vraiment une balise titre qui doit être unique pour chacune des pages de votre site et qui doit décrire et qui doit refléter le contenu de chaque page tout en incluant les mots-clés, les expressions pertinentes voilà, de votre page et correspondant à des intentions potentielles de recherche. La balise description est quant à elle un peu plus loin, elle permet de donner plus de détails par rapport à la balise titre. En fait, elle fournit tout simplement un résumé concis du contenu de la page. Elle affecte de moins en moins le classement dans les résultats de recherche, mais elle influe par contre beaucoup sur le taux de clic, c'est-à-dire que c'est un texte qui doit être un mixte entre positionnement de mots-clés et d'expressions clés et d'incitation à l'action. Voilà, on doit avoir une phrase un peu punchy qui donne envie de découvrir, de cliquer sur le lien. Donc ça, c'est pour la balise title et la balise description. Ensuite, sur ma liste, on a tout ce que sont les balises H1, H2, H3, etc. Ce sont des balises qui correspondent à la hiérarchisation des titres et des sous-titres par ordre d'importance. Jusque-là, peut-être que ça ne vous parle pas trop, je vais illustrer un peu tout ça. Les titres H1, H2, H3, H4, H5, tels qu'on le voit sur cette image, permettent à Google de voir l'ordre d'importance des différents titres et sous-titres que vous mettez sur chaque page. C'est vraiment très important. Souvent, on a des sites web où tout est très bien fait. Il y a la notion de titre, sous-titre, d'accroche est très présente. Mais voilà, il manque parfois simplement la balise H1 ou H2 correspondant à chaque titre et sous-titre. Et c'est vraiment très dommageable pour Google parce qu'on ne lui donne pas les clés de lecture de votre site. Pour vous donner un exemple, là, je suis encore sur le bioparc de Douai-la-Fontaine. Là, on voit que vraiment le travail était très bien fait. Euh, Là, on voit qu'il y a un H1 qui est le parc et son histoire, il y a un H2 qui est une histoire de famille, un H3, etc., etc. Donc là, au niveau des balises H1, H2, H3, etc., le travail est très bien fait. Après, donc les balises title et description, les balises H1, H2, H3, il y a ce qu'on appelle la balise strong. Ça, vous la connaissez tous. Je ne vais pas vous faire un schéma trop complexe. C'est le fait de mettre en gras du texte sur une page web. Ça lui donne un certain niveau d'importance. Ça permet de mettre en exergue des mots-clés pour l'utilisateur, mais aussi pour Google. Alors, ensuite, il y a tout ce qui est la balise alt. Donc, celle-ci, c'est celle qui correspond aux images. C'est vrai qu'on pense assez peu souvent au fait de devoir référencer ces images, mais voilà, avoir des images de son site web qui ressortent dans Google Images, ça peut générer du trafic, de la visibilité. Donc, c'est vraiment important, chaque image, de la nommer vraiment en lien avec voilà, ce qu'on peut voir sur l'image, avec ce qu'elle représente et le nom de votre marque, le nom de votre gîte, de votre chambre d'hôte, de votre destination, etc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, encore une fois, le zoo voilà, le bioparc qui a, voilà, là on est sur un résultat, donc j'ai tapé bioparc Douai-la-Fontaine sur Google, je suis allé sur Google Images et là j'ai plein d'images. Elles ne viennent pas toutes d'ailleurs du site web du bioparc, mais voilà, on voit que quand on renseigne bien une balise alt, ça permet de faire remonter son image sur Google. Ensuite, il y a la notion d'URL. Donc, l'URL d'une page, c'est ce qu'on trouve en haut, le www.monnomdedomaine, / etc. Ça peut paraître assez généraliste, ce que je vais dire, mais voilà, avoir des URL très simples, lisibles, qui contiennent les mots-clés, c'est vraiment très important, surtout pour l'utilisateur et un peu aussi en termes de référencement. Ensuite, il y a un point sur lequel je ne vais pas trop rentrer aujourd'hui techniquement, mais que je vous cite quand même, qui s'appelle la balise hreflang. Dans le monde du tourisme, on a souvent des sites web qui sont traduits en français, en anglais, parfois en espagnol, en allemand, etc. Donc, cette balise-là, il faut vraiment qu'elle soit là. Elle permet de spécifier au moteur de recherche la langue, les différentes langues dans lesquelles le site web est traduit et de donner la bonne version en fonction de la personne, de là où elle se connecte, de son adresse IP ou de la langue de son navigateur. C'est vraiment une balise importante. Donc, la balise title description, on les a vus. Les H1, on les a vus. Et le référencement, les balises alt, on en a parlé. D'autres critères techniques importants sur votre site web, c'est ce qu'on appelle la déclaration du sitemap XML dans la Search Console Google. Ouf, c'est un peu complexe pour les novices. Pour simplifier, la Search Console Google, c'est un outil par Google, c'est un outil fourni par Google gratuitement, et que je vous conseille d'avoir si votre site web n'est pas relié à cet outil, qui vous permet
plein de choses, notamment d'avoir accès à des statistiques de fréquentation de votre site, à savoir quels ont été les mots-clés, quelles ont été les requêtes les plus souvent recherchées pour que l'internaute puisse accéder à votre site, etc. Et donc cet outil-là permet aussi notamment de déclarer ce qu'on appelle le sitemap XML d'un site. Le sitemap XML, c'est comme un peu le site, une page du site qu'on retrouve parfois où il y a un peu le plan du site. C'est un plan du site dédié qu'on envoie à Google. Ce plan du site répertorie en temps réel toutes les URL du site, donne cet accès en temps réel à Google et aussi, en plus de toutes les pages du site, on donne à Google la date de publication de chaque page. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut pas, voilà, il faut vraiment déclarer son sitemap auprès de la Search Console. Ça vous permet de faire en sorte que toutes vos URL soient, que Google les connaisse et qu'il puisse les référencer, les indexer tout simplement. Je vais créer là, je vous montre rapidement celle du bioparc de Douai. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur ce lien. Donc bon, graphiquement, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, on voit bien le fait qu'il y a 56 URL différentes et que voilà, on voit leur date de publication, si elles contiennent des images, etc. Je rebascule sur mon support. Le sitemap XML, la notion de sécurité. Alors, bon, de plus en plus, l'ensemble des sites web qu'on voit maintenant sont en HTTPS, c'est-à-dire qu'avant le 3W, il y a bien la mention HTTPS. C'est un critère qui a été rendu obligatoire il y a quelques années. Maintenant, avant, il y a beaucoup de sites qui étaient en HTTP tout simplement. Et en fait, c'était un protocole qui voilà, était pas très sécurisé au niveau du transfert des données. Maintenant, un site web, pour être bien référencé sur Google, voilà, il faut absolument qu'il soit en HTTPS, sinon Google peut le blacklister. Même parfois, vous avez des messages qui vous indiquent que ce site web, s'il est en HTTP, peut être malveillant et on vous demande si vous êtes vraiment sûr d'y aller. Donc voilà, veillez à ce que votre site web soit bien en HTTPS. C'est assez simple à mettre en place. Il suffit d'avoir un certificat SSL lié à son nom de domaine. La notion de fichier robot.txt, ce qu'on appelle chez les référenceurs le crawler. Donc ça, en fait, c'est un petit robot. C'est un petit bout de texte qu'on donne aux robots des différents moteurs de recherche pour leur dire, voilà, cette page-là, tu peux y aller, cette page-là, tu ne peux pas y aller. Voilà, parce que parfois, il arrive qu'on ait des sites web avec des pages qui sont des pages privées ou des choses qu'on ne veut pas qu'elles soient référencées. Donc voilà, ce robot TXT-là permet de faire ce travail-là. Il faut veiller à ce qu'il soit bien fait, parce que parfois on a des pages qu'on veut vraiment voir référencées, et il s'avère que ces pages contiennent une balise no-index, c'est-à-dire une balise qui fait en sorte que cette page-là ne soit pas crawlable par un robot, et du coup, elle ne sera jamais référencée, ce qui est dommageable. Un avant-dernier critère technique sur le site, c'est la vitesse de chargement. Voilà, les pages rapides sont favorisées, ça c'est vraiment primordial, essentiel. L'optimisation systématique, notamment des images sur vos sites web. Évitez les images de 5, 10 MO si quelqu'un se connecte à votre site web via son smartphone, par exemple, au cœur d'une vallée alpine avec pas de 4G, simplement en Edge. Le temps de chargement va être rédhibitoire, très certainement, et il va s'en aller. On parlait de mobile, voilà, un site web maintenant se doit d'être mobile friendly. Moi, je vois de plus en plus dans tous les sites web, la soixantaine de sites web que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, une grande partie, j'en suis de manière hebdomadaire et mensuelle les statistiques de fréquentation, de consultation. Et maintenant, le mobile sur certains sites représente jusqu'à 70% du trafic de consultation. Donc voilà, votre site web se doit de s'adapter parfaitement sur mobile, sur tablette. J'ai même envie de dire, il doit être pensé essentiellement en amont, mobile first pour les mobiles. Je regarde l'heure, voir si je suis bien dans les temps. On est pas mal. Juste une question, Grégoire, j'en profite, ça fait juste une mini-pause. Il y avait Petra qui nous avait envoyé une petite question qui était comment est-ce qu'on peut contrôler si la structure de son site est bonne, si elle a besoin d'amélioration et à quels endroits? Ça tombe bien parce que tout à l'heure, je vais vous montrer une petite liste d'outils quand on va aborder la partie audit. Je vais vous montrer une petite liste d'outils gratuits et très pratiques qui vont vous permettre d'aller voir toutes les balises title, toutes les balises description de votre page, d'aller voir si votre site web a bien des balises H1, H2, H3, etc. On va l'aborder tout à l'heure. Super, merci Grégoire. Je t'en prie, merci Françoise. Ça m'a permis de reprendre ma respiration. Exactement.
Ensuite, donc là, je vous montrais l'importance du temps de chargement. Là, on est sur encore un autre outil Google qui s'appelle Page Speed Insight, qui va vous permettre en toute autonomie de tester la rapidité de chargement de votre site. Là, ben, voilà, j'ai toujours regardé le site web du Bioparc. On voit que les performances, un site web à 80, c'est quand même vraiment des performances qui sont pas mal. Je pense que voilà, il y a peut-être la première image qui pourrait encore un peu être optimisable, mais on est sur quelque chose de vraiment bien. Vous pouvez tester cet outil vous-même sur vos sites et il vous fournit un rapport détaillé de ce qui a amélioré. Parfois, c'est assez technique, mais voilà, si vous bossez avec une agence et que vous lui envoyez ce rapport, elle saura quoi en faire. Après tous ces critères techniques, on arrive à quelque chose qui est moins technique, moins main dans le cambouis. Voilà, parce que là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est parfois des choses qu'on ne voit pas, où on doit aller dans le back-office de son site, dans l'administration, voire dans le code. Là, on va parler de choses qu'on voit très bien, qui sont les critères éditoriaux de votre site. Voilà. Donc, ces critères SEO on-site, ces critères éditoriaux, en fait, c'est simplement le fait de proposer des pages riches en contenu, des pages informatives, etc. Voilà, en fonction de vos cibles, de vos personas. Euh, Plus vous avez des pages qui sont, comment on va dire, bien pensées et avec un contenu de qualité, mieux elles seront classées. Mieux elles seront classées dans les résultats de recherche. Donc, ces critères éditoriaux, on va les détailler. La notion de mots-clés, moi maintenant je préfère utiliser la notion d'expression clé parce que c'est un peu plus large que les mots-clés. C'est vraiment un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que bon, souvent on veut se positionner via le nom de sa marque, le nom de sa destination, le nom de son entreprise, etc. Donc il y a certains mots-clés qui sont comment dire, qui coulent de source, qu'on trouve souvent très facilement. Mais il y en a d'autres qui parfois peuvent être plus complexes à trouver. Et je vous donnerai aussi des bonnes pratiques pour trouver des bons mots-clés. Mais d'une manière globale, pour trouver des bons mots-clés, bah, il faut savoir tout simplement se mettre dans la tête de ses cibles et développer son sens de l'empathie. C'est vraiment une des principales qualités qu'il faut savoir utiliser et développer. Au niveau des critères éditoriaux, le fait de ne pas vouloir trop en dire, ça c'est important. Donner trop de contenu sur une page et donner sur une seule et même page des contenus de thématiques diverses et parfois des thématiques qui n'ont aucun lien entre elles, bah ça peut être pénalisant. Il faut vraiment penser une page par intention de recherche potentielle de l'internaute. Voilà, ça c'est primordial et vraiment important. Alors, certains référenceurs pensent qu'il y a une longueur idéale entre 500 et 2000 mots par page. Il peut y avoir parfois des contenus beaucoup plus longs qui peuvent aussi être très, très intéressants. Et voilà, donc la limite de 2000 n'est pas forcément, mais c'est une moyenne, on va dire. La notion de mots-clés de niche, je parle bien de marketing de niche, on est d'accord. Trouver des mots-clés de niche, c'est quelque chose qui, quand on est un professionnel du tourisme et quand on est dans un secteur concurrentiel, voire parfois hyper concurrentiel, est quelque chose de vraiment important. Plus vous vous positionnerez sur des expressions clés, des mots-clés de niche, plus vous serez efficace et moins il y aura de concurrence potentielle. J'ai pris un exemple assez simple. Si vous partez sur des expressions clés de plus de 3 mots, par exemple, et que vous souhaitez vous positionner, créer une page dédiée sur votre site web, si vous êtes un gîte aux alentours de Nantes et que vous proposez, vous avez un grand gîte avec plusieurs chambres, par exemple, une suite parentale et plein de chambres pour les enfants, voilà, bah, il va falloir trouver des mots-clés de niche qui tournent autour de gîte, famille Nantes, location, vacances en famille à Nantes, etc. Là, bon, à vous d'aller voir faire de la veille en amont, voir s'il y a déjà beaucoup de personnes positionnées là-dessus. Mais voilà, ce sera toujours plus facile que uniquement de sortir sur chambre d'hôte Nantes ou gîte Nantes. Voilà, le fait d'avoir accolé le mot famille, ça peut vous permettre de vous différencier et de toucher une cible voilà, qui est la vôtre, qui était la vôtre en amont et que vous cherchiez à toucher. Pensez SEO local, ça c'est aussi assez, enfin c'est du bon sens, mais c'est vrai que dans tous vos contenus rédactionnels, dans votre balisage sémantique, parlez de votre zone géographique, parlez de votre destination, parlez de la ville la plus proche, de la communauté de communes sur laquelle vous êtes, du pays touristique sur lequel vous êtes, etc. Se positionner dans la zone géographique de sa destination, c'est important. Toujours au niveau des critères éditoriaux, alors cette slide-là, elle pourrait faire l'objet d'un webinaire à elle toute seule, mais bon, je vais essayer d'aller vite. Les bonnes pratiques de la rédaction web, elles sont assez
souvent pleines de bon sens et assez faciles à mettre en place. Au niveau du fond, autant que faire se peut, essayer en amont de définir une ligne éditoriale, vraiment trouver votre propre tonalité, essayer de travailler votre plume, votre style, pour produire des contenus convaincants, tout en gardant simplicité et concision. C'est vrai que voilà, proposer des contenus un peu parfois avec des tournures de phrases un peu complexes ou trop alambiquées, l'internaute, il va pas prendre le temps de le lire forcément. De plus en plus, notamment sur mobile, l'internaute, il balaye plutôt qu'il ne lit et il va commencer à lire quand il va avoir vu un titre ou une accroche qui justement, accroche son œil. Donc, simplicité et concision, sens de la synthèse sont les maîtres mots au niveau du fond. Au niveau de la forme, utiliser des titres, des sous-titres, des accroches, des paragraphes courts, des listes à puces, des icônes, etc. Ça, c'est des pictogrammes. C'est vraiment important d'avoir une écriture très, très visuelle. Voilà. Je parle souvent de lecture mobile first. Voilà, il faut toujours avoir en tête que tous vos contenus doivent très bien se lire sur mobile et que le scroll ne doit pas forcément, si l'information la plus importante est tout en bas de la page, c'est bien dommage. Notamment le call to action, le fameux bouton réservé, ou alors contactez-nous, ou alors envoyez-nous un message, ou etc. Ce call to action, on doit quand même le voir assez rapidement. Au niveau des critères éditoriaux, la fraîcheur des contenus, Google adore les sites web. Et quand je dis adore, je le répète, il met vraiment en avant les sites web qui publient régulièrement des contenus. Voilà. Si vous avez une rubrique blog ou actualité sur votre site web, n'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment, ça peut vraiment devenir la colonne vertébrale de votre site web et tout ce qui va faire bouger votre site web sur le temps et tout sur sa durée de vie. Utilisez-le, aborder plein de thématiques différentes. Vous pouvez parfois même vous éloigner de votre cœur de métier, mais ça peut être intéressant voilà, en termes d'expression clés, de mots-clés, de toucher un large prisme dans une rubrique blog ou actualité. Les petits fleuves font des grandes rivières, et plus on se sert de sa plume, plus on rédige des articles, plus potentiellement on attire du trafic sur son site web. Le maillage interne entre les pages, donc ça c'est souvent quelque chose qui est complètement sous-exploité. Je m'explique. Le maillage interne, en fait, c'est la contextualisation systématique de contenus connexes sur une page. Je prends encore un exemple. Vous êtes une chambre d'hôte, vous avez un site web où à un moment donné, vous décrivez une de vos chambres. Voilà, et bien n'hésitez pas à la fin du contenu, quand vous avez terminé la description de cette chambre, de faire un bloc, un lien vers la page que faire, par exemple, dans les 10 km autour de la chambre d'hôte, quelles activités vous pouvez faire sur place, quels sont les restaurants aux alentours, etc. Voilà. Sur chaque page de son site web, on peut imaginer trouver le ou les bons contenus connexes à pousser sur cette page pour l'internaute. Et enfin, attention à la duplication de contenu. Donc ça, c'est quelque chose que Google pénalise. Si vous faites du copier-coller systématique de contenu texte issu d'autres sites web, sachez que Google peut le repérer et que s'il voit que votre site web est 80% un copier-coller de celui de votre concurrent ou de quelle que soit sa zone géographique, etc., ça peut être pénalisant. Donc soyez unique. Prenez le temps de bien rédiger vos contenus. On peut s'inspirer, bien sûr, mais le copier-coller, duplication 100% à l'identique, c'est pénalisant. Ça, c'est un petit schéma qui est intéressant. Vous pourrez le garder chez vous, le regarder chez vous quand vous aurez reçu le support en PDF demain ou après-demain. C'est ce qu'on appelle le principe de la pyramide inversée. C'est un peu tout ce que je vous ai expliqué, notamment et au niveau du fond et au niveau de la forme. Donc, la notion d'accroche qui doit contenir le chapeau, l'accroche, le qui, le quoi, le où, le quand, le comment, le pourquoi, le combien. Le corps de texte, où là, on développe son propos, on argumente, on propose des illustrations, des photos, des galeries photos, des vidéos, pourquoi pas des contenus audio si on veut, des podcasts, des liens internes, des liens externes. Et enfin, en dernier lieu, tout ce qui est, on va dire, accessoire, le moins important en bas, des liens utiles, des informations sur l'auteur, le document à télécharger. Alors là, il y a le call to action qui est tout à la fin. Je ne suis pas forcément d'accord si on est sur une page, encore une fois, d'hôtel où le bouton réservé est tout en bas, ça peut être dommage. Mais voilà, cette pyramide inversée, elle est intéressante.
Un petit focus, 6 conseils pour trouver les bons mots-clés. Voilà, j'ai commencé tout à l'heure au niveau des critères éditoriaux à vous parler de mots-clés, d'expressions clés. Ça peut parfois être quelque chose d'assez complexe où on pense que ça peut être assez technique. C'est souvent avant tout du bon sens. Euh, la première des choses, quand moi, pour un projet web, avec un client, je l'accompagne et qu'on essaie de réfléchir sur les mots-clés, les expressions clés, bah, qu'est-ce qu'on se fait? On prend une feuille blanche ou une feuille Excel ou peu importe, un stylo ou une souris, peu importe, un clavier, et on fait vraiment un brainstorming très large de tous les mots-clés, toutes les expressions clés qui nous viennent à l'esprit. Autant y aller dans tous les sens, après on pourra resserrer un peu, mais voilà, libre cours à sa créativité. Ensuite, regardez dans Google les recherches associées et regardez les questions proposées dans Google. Là, je passe sur ma slide d'après, mais ça, c'est vraiment hyper important. Je suis encore une fois resté sur le bioparc zoo du Douai de la Fontaine. Je n'ai pas d'action dans le bioparc. Non, je rigole. Mais voilà, tout simplement, regardez quelles ont été les questions proposées dans Google. Donc, moi, j'ai simplement tapé bioparc zoo de Douai-la-Fontaine. En dessous, on voit combien de temps pour visiter le zoo de Douai-la-Fontaine qui nous est suggéré, le bioparc Douai-la-Fontaine, le plan, les tarifs, les nouveautés 2023. Voilà, là, j'espère que le bioparc, je ne connais pas encore assez bien le site web, mais qu'il y a une page détaillée du plan, une page détaillée des tarifs, des horaires, parce que les internautes le recherchent. On voit en dessous même les autres questions que Google met en avant. Quel est le zoo le plus visité de France? Où se promener à Douai-la-Fontaine? Pourquoi Bioparc? Voilà. Là, il y a des questions où on ouvre un peu plus, mais sur lesquelles on peut se positionner aussi. C'est-à-dire que quand on parle de sa marque, de soi, de sa destination, etc., souvent on peut avoir un prisme un peu égocentrique, égocentré. Parfois, il faut un peu ouvrir la notion d'expression mot-clé et de se dire que, voilà, par exemple, quel est le zoo le plus visité de France? Si le bioparc a créé une page spécifique pour dire qu'il est le zoo le plus visité de France, et bah, si je clique sur le petit ascenseur, la petite flèche pour ouvrir l'ascenseur, et bah, le bioparc, la page, les contenus du site web du bioparc pourront remonter ici. Voilà, ça c'est important, c'est intéressant. Regardez les questions proposées dans Google, observer la concurrence. Donc, faire de la veille concurrentielle, ça, c'est le nerf de la guerre. Allez voir un peu ce que font vos concurrents directs ou des établissements que vous aimez bien ou des destinations voisines qui ont une forte notoriété ou des choses comme ça. Ça, c'est important de voir ce qu'ils font en termes de mots-clés. Ça va un peu dans la même logique, mais faire de la veille, suivre l'actualité de vos secteurs touristiques et géographiques, ça, c'est vraiment important. Et enfin, en dernier lieu, moi, c'est ma vision des choses. Il y a souvent des gens qui ont une vision plutôt technique du référencement, qui passent d'abord par les outils et qui après passent par le brainstorming. Moi, j'utilise vraiment les outils à la fin pour, voilà, uniquement à la fin. Donc, utiliser des outils, des générateurs de mots-clés. Donc, il y en a un grand nombre. Il y a Google Keyword Planner qui est très connu. Il y a Answers the Public qui est un outil moins connu, je vais vous le montrer. Il y a la Search Console Google dont je vous parlais tout à l'heure. Ces outils-là, il faut les utiliser. Voilà, n'hésitez pas à les tester quand vous aurez du temps. C'est vraiment des outils qui sont force de proposition de manière phénoménale. Là, on est sur, par exemple, l'outil Answer the Public. Je suis désolé, on ne voit pas très bien la roue. La roue n'est pas très lisible parce qu'il y a beaucoup de contenu dedans. Mais voilà, là, j'ai fait un test sur ces outils-là gratuits, sur la version gratuite, où j'ai tapé séjour en amoureux vignoble nantais. Voilà, par exemple, j'imagine que je suis un lieu d'hébergement qui propose, qui veut se positionner sur les mots-clés, la recherche séjour en amoureux vignoble nantais. Et quand j'ai tapé ça sur Answer the Public, et ben, cet outil-là me propose tout un dérivé de mots-clés, d'expressions clés qui tournent autour de cette expression principale. Donc, c'est vraiment hyper important. On voit que, voilà, week-end en amoureux vignoble, par exemple, bah, week-end, oui, il faut se positionner sur week-end, avoir une page qui parle d'un week-end en amoureux vignoble, un article de blog spécialement dédié, par exemple, sur votre site web, etc. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous lire tous les mots-clés, toutes les suggestions qui ont été proposées, mais c'est intéressant. La Search Console Google, donc là, on est connecté à la Search Console Google du Mas des Violettes, qui est un grand gîte dans l'arrière-pays montpelliérain, qui accueille des groupes, qui fait du séminaire, qui fait du mariage, qui fait aussi de la chambre d'hôtes. Et là, ce sont tous les mots-clés qui ont été tapés le mois dernier et qui remontent dans la Search Console. Donc là, vraiment, bah, on voit
on voit bon, souvent le nom de la marque ou le nom du lieu qui est en premier, mais on voit des choses comme les maisons à louer pour soirée Montpellier, location masse, donc une ferme dans l'Hérault, etc. Donc ça peut donner des indications sur des nouvelles idées de contenu et de mots-clés sur lesquels se positionner. Là, je voulais en dernier lieu, au niveau de l'aspect des critères éditoriaux, vous donner l'exemple d'une petite chambre d'hôte qui est en Anjou bleu et qui travaille assez bien, voilà, qui s'appelle Agapé Morphée. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu citer. Voilà, là, c'était juste pour vous montrer les mots-clés sur lesquels elle s'est positionnée. Je les ai mis en exergue en orange. Donc voilà, elle a bien positionné sa commune Ombrée d'Anjou, le département, le fait que c'est une chambre d'hôte en Anjou bleu, qu'elle propose aussi des tables d'hôtes, qu'elle est située entre Angers et Rennes, etc., qu'il y a de la nature, que c'est calme, etc. Donc voilà, vous pourrez aller voir le lien d'Agapé Morphée, le site web est bien pensé. Bon, je me lance un peu des fleurs, c'est moi qui l'ai co-créé avec la propriétaire, mais vraiment, on a essayé de faire un travail cohérent et intelligent. J'arrive maintenant, j'avance bien, je regarde l'heure, 14h42, on est bien. Donc j'arrive maintenant, toujours dans les règles immuables du référencement naturel, sur tout ce qu'est le SEO off-site, donc tous les critères qui ne sont pas directement liés à votre site web, mais qui sont des critères externes à votre site web. Donc ces critères-là, ils servent en fait à développer l'autorité, la notoriété de votre site web, toujours sur le moteur de recherche Google. Donc là, il y a une seule chose à faire, c'est la stratégie de netlinking. La stratégie de netlinking, en fait, ça correspond au fait de déployer des backlinks sur d'autres sites web. Un backlink, c'est très simple, c'est simplement un lien vers votre site web depuis un autre site web, tout simplement. Donc, souvent, quand vous êtes un prestataire, une activité de loisir ou un hébergement touristique, bah, vous avez déjà souvent des backlinks qui sont présents sur le site web de l'Office de tourisme local, du comité départemental du tourisme, du comité régional du tourisme. Donc ça, c'est souvent une première pierre à positionner. Mais après, il ne faut pas hésiter à vraiment essayer de faire en sorte de développer cette stratégie de netlinking et d'avoir des backlinks sur plein d'autres sites web, sur plein d'autres sites internet, notamment sur des annuaires spécialisés. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, sur des sites de presse spécialisés, sur, par exemple, faire des accueils influenceurs. Par exemple, faire venir quelqu'un qui est un micro-influenceur famille spécialisé dans la thématique du séjour vélo en famille, le faire venir chez vous, lui offrir une nuit gratuite, et derrière, en échange, il vous rédige un article de blog dédié sur son site web sur lequel il fait un lien vers votre site web. Ça, c'est hyper bénéfique. Si vous faites ça à grande échelle, ça va vraiment faire remonter votre site web dans les résultats de recherche. Idem sur des partenaires divers. Vous êtes encore une fois un gîte ou une chambre d'hôte. Vous envoyez souvent vos clients dans le même restaurant ou visiter le même musée, etc., etc. Appelez ce restaurant, appelez ce musée-là, pardon. Regardez si sur leur site web ils ont une page partenaire et demandez-leur tout simplement dans leur page partenaire de faire un lien vers votre site web. Soyez présents aussi activement sur des forums, sur des groupes privés Facebook, sur des choses comme ça. Il y a plein de personnes que les forums ne sont pas morts. Il y a encore plein de forums de voyage très actifs, notamment sur le Routard, etc. Donc, n'hésitez pas à répondre à des questions, à vous positionner, à mettre des liens vers votre site web. Idem sur la partie réseaux sociaux, donc la partie référencement et réseaux sociaux, je ne vais pas trop en parler parce que ça pourrait faire l'objet aussi d'un webinaire dédié, mais il y a plein de choses à faire. Avoir un lien vers votre site web depuis votre page Facebook, depuis votre compte Instagram, depuis votre page Pinterest, etc. Ça, c'est des backlinks que vous pouvez créer vous-même, qui sont très faciles à faire et dont il ne faut vraiment pas se priver. Et enfin, le backlink qui pour moi est vraiment essentiel et qui monte beaucoup, qui prend de plus en plus d'importance, c'est le backlink que vous créez sur votre fiche entreprise Google. Donc ça, encore une fois, c'est un backlink que vous pouvez faire vous-même par vos propres soins. Il vous suffit d'avoir votre fiche Google, de l'avoir bien renseignée. Et là, vous pouvez faire un lien vers votre site web. Et ça marche super bien, notamment en termes de référencement local. Si par exemple, là, je suis sur le château de Nazé, qui est une chambre d'hôte aux alentours de Saumur, voilà, à Vivi, si je tape
voilà, chambre d'hôte Vivi ou Saumur, eh ben, la fiche Google va revenir et dessus, il y aura le lien vers votre site web. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la fiche établissement Google, il faut la mettre à jour, l'actualiser, y mettre des belles photos, un logo, répondre aux avis, etc. C'est un très bel outil en termes de référencement naturel. Pour terminer sur cette partie, les règles immuables, je vous ai mis cette infographie d'un collègue, Frédéric Gonzalo, que peut-être certains d'entre vous connaissent pour ceux qui travaillent dans les offices de tourisme. Donc, c'est quelqu'un qui est québécois, voilà, qui a fait cette belle infographie et qui est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de voir au niveau de, voilà, qui met en avant ces 10 facteurs critiques que ce soit la fraîcheur des contenus, l'importance de la vitesse du temps de chargement, la quantité, la qualité des liens, etc. Elle est bien faite. Moi, je me la suis imprimée moi-même. Elle est affichée devant moi dans mon bureau, peu importe. Alors, on a parlé des règles immuables du référencement. Maintenant, on va parler, j'ai beaucoup parlé de technique au début. Donc, la technique, c'est un fait. Mais avant tout, on n'écrit pas pour des robots, on écrit avant tout pour des humains. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Le référencement, c'est une affaire technique, mais c'est aussi une affaire de lecteurs. Les lecteurs derrière sont des personnes avec des ressentiments, une empathie, une émotion à susciter, etc. Donc, on va parler sur ce sujet-là. Je te fais une mini pause de nouveau. Oui, merci. Petite question de l'Office du tourisme des Sables-d'Olonne, je crois. Le OK. duplicate concerne-t-il aussi les fiches provenant d'un système d'information touristique? Tu connais toujours cette problématique qui est souvent soulevée avec les SIT partagés Oui. sur plusieurs sites web. Et je vois les autres offices de tourisme ont répondu. Et la question, c'est qui est pénalisé alors dans le cas de ces duplicates? Alors, je vais pas botter en touche, mais un peu quand même. J'ai pas la réponse. Honnêtement, c'est une question qui se pose depuis longtemps. Effectivement, le Mm. fait qu'il y ait un Oui. système d'information centralisé avec les mêmes infos qui remontent sur le site web de l'OT, du CDT, du CRT, je pense il y a beaucoup d'informations. Là, tout à l'heure, je parlais des contenus connexes, des informations à positionner aux alentours d'une fiche. Je pense que pour une destination, quand elle parle d'un gîte, une chambre d'hôte, qu'elle a son annuaire, c'est important de faire remonter, par exemple, des informations connexes, de parler d'autres gîtes, d'autres chambres d'hôtes, des activités à voir, à faire autour de cet établissement, etc. Ce qui permet que la page ait certes une partie des contenus qui soient similaires à celle du CDT ou du CRT, mais quand même de proposer en quelque sorte un contenu enrichi. Donc ça nécessite un travail éditorial, ça nécessite de le réfléchir, ça nécessite de ne pas faire uniquement remonter sur votre site web de destination que uniquement des contenus issus d'une base de données, mais de les enrichir à la main avec, et puis avec sa matière grise. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement, mais j'ai essayé. Oui, oui, oui. C'est en effet la problématique d'avoir un éditorial également Ouais. Mais c'est vrai que qui est moi, fort sur le site web et puis d'enrichir les pages en effet avec c'est ça. des Moi, contenus connexes. c'est ce que je ferai. Après, j'avoue que dans mon quotidien, j'accompagne plus des professionnels du tourisme dans la conception de leur site web ou la refonte, et Mm. moins des destinations, même si j'ai beaucoup travaillé dans des destinations. Donc, j'ai un niveau d'expertise un peu moins fin sur ce point-là. Merci Merci, Grégoire. Françoise. Donc, le contenu toujours roi. J'aime bien la petite image que je vous ai mis en haut à droite. Tout ça, c'est un exercice d'équilibre. Voilà, c'est vraiment un exercice d'équilibriste. C'est-à-dire que une belle page, un beau site web, il doit mêler en même temps séduction, inspiration, immersion, mais aussi information pratique et réassurance. Ça, c'est vraiment les trois thématiques principales que chaque site web doit proposer pour proposer un contenu de qualité. Par séduction, immersion et inspiration, j'entends des photos de qualité avec des beaux angles, une belle luminosité, avec de l'humain si possible sur les photos, des galeries photos, des vidéos, pourquoi pas des vidéos en plein écran dès la page d'accueil, mais aussi des podcasts, des visites virtuelles. Enfin voilà, dans le monde du tourisme, malheureusement, on doit sortir un peu ces biscottos à ce niveau-là. La deuxième partie, information pratique. Donc ça, c'est encore une fois du bon sens, mais avoir des contenus qui présentent de manière détaillée vos produits, vos prestations. Ah, je m'entends.
Il y a quelqu'un qui a dû laisser allumer son micro. Ah, merci. Produits, prestations, offres spéciales, vos tarifs, une rubrique blog, une foire aux questions, une page contact bien faite, les conditions générales de vente, intégrer une Google Map sur de la localisation de votre lieu sur une des pages du site, proposer par exemple la réservation en ligne, des formulaires de demande de vie, un agenda détaillé des manifestations, les liens vers les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, c'est vraiment des informations pratiques qui sont recherchées. Et enfin, la réassurance qui, voilà, est quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais qui parfois est un peu sous-estimé, voire complètement oublié. Le fait en sorte de faire remonter vos fameux avis clients Google automatiquement sur votre site web, Google ou issus d'autres plateformes, hein, de mettre en avant des témoignages détaillés de personnes qui sont venues séjourner ou qui ont testé vos activités de loisirs ou qui sont venues visiter votre musée, de mettre en avant vos valeurs, qui vous êtes, voilà, de mettre de l'humain derrière tout ça, ça réassure potentiellement les clientèles qui sont de plus en plus en quête de sens dans leur voyage. Ça, c'est des éléments primordiaux. Si vous êtes un peu trop neutre dans votre présentation et qui ne mettez pas un peu la substantifique moelle de qui vous êtes, de ce qu'est votre produit, c'est un peu dommage. Mettre en avant vos partenaires, que vos partenaires sont des partenaires de confiance, le fait que potentiellement vous êtes engagé dans une démarche éco-responsable, si c'est le cas, de proposer des revues de presse, de presse spécialisée, d'articles qui parlent de vous. S'il y a le paiement, de dire bien entendu que le paiement est sécurisé pour les données bancaires, etc. Donc voilà, le contenu toujours roi, un exercice d'équilibre entre le fait de mêler séduction, inspiration, immersion, information pratique et réassurance. Je le montre très rapidement, ça c'est un site web, on sort un peu du prisme du tourisme, mais il est très très bien fait. C'est un site web d'une agence de production audiovisuelle qui est à Saintes. Et là, en termes d'immersion, on y est vraiment totalement. Donc, dès la page d'accueil, il y a une vidéo full screen avec un super montage vidéo. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la séduction avec des très très belles photos. Mais par exemple, si je vais dans la partie formation, là, on va basculer sur de l'information purement technique, voilà, de l'information pratique avec des tableaux qui détaillent vraiment les objectifs pédagogiques de la formation, les moyens pédagogiques, etc., la durée, les tarifs, tout ça avec des belles icônes. Voilà, c'est bien fait. Des gros boutons call to action avec le lien vers un calendrier, le programme, des listes à puces, etc. Encore un petit peu d'immersion et de séduction avec des galeries, voilà, des galeries 360 où on peut se projeter sur les sites de vol pour la formation. Voilà. Ce site web, je vous invite à aller le voir plus tard. Il est assez bien fait. Je trouve qu'il mélange, il mêle très bien tous ces critères-là. J'ai le soleil rasant derrière moi. Je suis désolé. Alors, la notion de parcours utilisateur aussi, en complément du fait que le contenu est toujours roi, elle est vraiment hyper importante. Sur cette partie-là, je vais aller assez vite parce que je vois qu'il me reste 6 minutes pour terminer avant de passer au témoignage, mais on est pas mal quand même. Donc, la notion de parcours client, la notion de parcours utilisateur sur votre site web, encore une fois, on croit qu'on s'éloigne du référencement, mais on y est vraiment, parce que si votre site web est complexe, que l'arborescence est mal pensée, que les contenus les plus importants sont cachés dans des pages de sous-pages, typiquement l'internaute va partir. Google va avoir du mal à comprendre votre site, etc. Et donc, c'est un cercle vicieux, ça va être assez négatif. Voilà. Donc, la notion de parcours client fluide, moi, j'aime bien la définir, l'imager par le fait de, en quelque sorte, vous prenez l'utilisateur par la main en pensant en amont tous ses parcours potentiels. Voilà. Comme tout à l'heure pour la recherche de mots-clés, j'utilisais la notion d'empathie, c'est la même chose pour la notion de création de votre parcours utilisateur. Donc, le parcours utilisateur regroupe plusieurs points. Il y a la notion d'arborescence du site. On va en voir une après, juste après. Donc, l'arborescence, c'est toutes les différentes pages du site, les sous-pages, les sous-pages éventuellement, avec une page par intention de recherche. Ici, par exemple, on est sur un gîte qui propose aussi de l'événementiel. Donc, il y a une page dédiée pour les séminaires, une page dédiée pour les mariages, une page dédiée pour privatiser tout le lieu, une page dédiée au bien-être, etc.
Donc voilà, vraiment une arborescence pensée et centrée pour ses utilisateurs, des landing pages dédiées par persona, une page par intention de recherche, je me répète une troisième fois, mais c'est important. Le fait que le menu principal, les sous-pages, le maillage interne pardon, soit pertinent. Une expérience utilisateur mobile first, ça encore une fois, voilà, cette arborescence-là, il faut que sur mobile aussi, elle soit traduite de manière très simple et vraiment très lisible. Voilà, une navigation simple et conviviale. Les sites web vraiment très complexes avec. Oh là, on voit plus rien sur mon image, c'est bon. Il y a le soleil rasant. Voilà, il faut vraiment que la navigation soit simple et conviviale. Il y a un mot que j'aime bien, voilà, un acronyme anglais encore une fois, mais qui est KISS. Quand vous pensez à votre expérience utilisateur, pensez la KISS, c'est-à-dire Keep it simple et stupid. Non pas que l'internaute est stupide, mais il a assez peu de temps, donc il veut pouvoir aller à l'information qu'il cherche rapidement, idéalement en moins de 3 clics. Le domaine de la Briouze avec donc l'arborescence dont je vous parlais. Vous pourrez aller voir le site web, je vais dérouler parce qu'on n'a plus trop le temps, mais voilà, l'arborescence, on l'avait vraiment pensé dans ce sens-là et aussi sur la version mobile. Sur la partie, maintenant, après avoir vu la partie sur le contenu, on va parler de l'audit technique. Sur l'audit technique, il y aurait encore une fois, une quatrième fois, de quoi en faire un webinaire et voir une formation totale. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas l'année dernière avec une formation dédiée dans ce cadre-là. Pourquoi faire un audit technique de son site web? Bien entendu, pour booster son référencement naturel, mais surtout, avant tout, pour identifier des problèmes techniques potentiels, tels que des liens cassés, des temps de chargement trop longs, des pages avec une balise no-index, des balises title ou des balises description qui se répètent sur les différentes pages de votre site web, des structures d'URL mal pensées, des balises H1, H2, H3, H4, H5, H6 qui ne sont pas forcément, qu'on ne retrouve pas systématiquement sur chacune de vos pages, des analyses sécuritaires aussi de votre site web, est-il bien en HTTPS? Est-ce que votre CMS est bien à jour? Est-ce que toutes les extensions que vous utilisez sont bien à jour pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité? Est-ce que vous avez la bonne version, la dernière version du serveur PHP? Donc ça, un audit SEO, ça peut être important pour vérifier tout ça. La notion, quand on parle souvent d'audit SEO, on regroupe souvent avec la notion d'analyse des données statistiques. Voilà, il faut impérativement que votre site web soit connecté à un outil comme Matomo Analytics ou Google Analytics pour voir les pages les plus consultées, le taux de fréquentation via mobile par rapport à desktop, les durées de visite, etc. Ça, c'est important pour pouvoir bien construire un audit et en tirer des actions correctives. Tout ça dans le but d'augmenter la performance globale du site. Alors, bien entendu, là, je vais vous donner maintenant plein de petits outils. Ça, c'est ce qui répondait à la première question que Françoise, tu m'as posée, qui était une question posée par une des participantes. Euh, il y a plein de manières de faire un audit. Bien entendu, si vous avez le budget, vous pouvez passer par une entreprise, par une agence spécialisée qui aura ses propres outils ou tout un panel d'outils pour vous proposer un audit complet et derrière les actions correctives qui en découlent. Mais il existe plein d'outils en ligne qui vous permettent d'auditer en autonomie un certain nombre de critères sur votre site web. Donc, je ne vais pas vous les présenter de manière détaillée ici, je vais juste vous dire dans les grandes lignes lesquels ils sont et ce qu'ils proposent. Mais ces outils-là, voilà, vous pourrez voilà, chaque lien en bleu sera cliquable sur le PDF et vous pourrez aller les parcourir. Donc, Outil-Ref est un outil gratuit qui analyse toutes les balises méta, title et description de votre site web pour voir si elles sont bien présentes, si elles sont bien renseignées, si elles ne sont pas trop longues, etc. Idem sur la structure H1, H2, H3, et il vous synthétise, il vous fait une image de chaque page avec un nuage de mots-clés pour vous montrer les mots-clés que vous avez utilisés. Du coup, voilà, peut-être que vous allez pouvoir vous dire, oui, mais je n'utilise pas ça, etc. Par rapport voilà, la liste de mots-clés que je m'étais fait récemment avec les outils que je vous ai montrés avant, par exemple. Voilà. Le deuxième outil, Href Backlink Checker, est un outil qui vous permet de connaître tous les backlinks vers votre site web, c'est-à-dire de connaître tous les sites web qui ont un lien vers votre site web. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Et si vous testez ce site web et que vous avez un résultat de 0 ou 4 backlinks,
vous avez du travail à faire en termes de stratégie de netlinking. La Search Google Console, donc ça, c'est vraiment l'outil incontournable quand on parle de référencement naturel et notamment d'audit. Il vous permet de connaître vos performances mensuelles, hebdomadaires, trimestrielles, les pages les plus vues, etc. De connaître toutes les requêtes, chose que ne fait plus Google Analytics, de connaître toutes les requêtes qui ont été saisies dans le moteur de recherche par les internautes pour arriver sur votre site web. Il vous permet aussi de déclarer le sitemap dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il vous permet aussi de connaître une partie des performances de votre site web sur le temps de chargement, des choses comme ça. Donc voilà, ces 3 outils-là sont des outils très très simples à utiliser. Il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, il n'y a pas besoin d'être MacGyver ou d'être d'un grand technicien ou un geek, un surgeek. On peut y arriver facilement. Après, les autres sont des outils plus complexes, mais qui restent quand même accessibles si vous avez un peu plus de temps et un peu plus de compétences. Le premier, peut-être vous le connaissez, c'est Screaming Frog SEO Spider. C'est un outil dans sa version gratuite qui vous permet de crawler jusqu'à 500 URL de votre site. Il vous donne il vous crawl votre site et il vous livre un fichier Excel avec tous les titres de votre page, tous les liens cassés, toutes les redirections qui sont en place, etc. C'est vraiment un bel outil. SEM Rush, qui est un peu une Rolls-Royce du SEO. Alors, c'est un outil vraiment très complet qui est plutôt axé, on va dire, pour les pros et qui voilà, nécessite un certain budget mensuel pour l'utiliser. Ça débute à partir de 130 € par mois. 2 autres outils gratuits que sont GTmetrix et PageSpeed Insight, j'en ai déjà parlé, qui vous permettent de tester les performances et le temps de chargement des pages de votre site. Uplix, alors Uplix, moi je l'utilise au quotidien. C'est une extension Chrome que vous ajoutez à votre navigateur Chrome et qui vous fournit un raccourci en un seul et même endroit vers plus d'une quinzaine de petits outils SEO pratiques pour améliorer le référencement de votre site web. Franchement, la petite perle, si vous avez un outil à retenir de tous ceux que je vous présente ou à tester, si vous avez peu de temps, c'est cet outil-là, il est vraiment très pratique. Uplix, l'extension Chrome Uplix. Et enfin, Google Analytics et Matomo Analytics, qui sont des outils de poussée d'analyse statistique de trafic de votre site web. Alors, sur les mutations, j'ai un peu dépassé le temps, Françoise. Est-ce que si on fait 10 minutes de plus, est-ce que c'est grave? C'est Je grave, pense que docteur. c'est les participants qui vont juger. Mais je pense D'accord. que c'est bien, en effet, de voir toutes ces mutations en cours et à venir. C'est super OK. important. Bon, je vais dérouler. On est là jusqu'à 15h30. Normalement, on devrait commencer maintenant le témoignage avec le doué Avec de la trentaine, Anna, le ouais. bioparc avec Anna. Mais je m'excuse, je présente encore, je prends 5 minutes pour ces mutations qui sont vraiment importantes. Ouais, elles sont Donc, importantes. Ouais. les mutations que je vais vous présenter, donc Google Eats, recherche vocale, référencement et social media, SEO et intelligence artificielle, un nouveau moteur de recherche Google, point d'interrogation en préparation, et un focus sur l'éco-conception. Alors, Google Eats, qu'est-ce que c'est? Non, on ne parle pas de nourriture. Non, Google Eats, en fait, c'est vraiment un acronyme qui est en train de prendre de plus en plus d'importance dans le monde du référencement naturel. C'est le fait d'avoir un site web qui rassemble ces 4 mots anglais que sont expérience, expertise, authoritativeness et trustworthiness. Je vais vous le traduire en français derrière. Voilà, en fait, ces critères-là sont en train d'être mis en place systématiquement dans l'analyse de chacun des sites web indexés par Google. Ces règles-là, en fait, sont des critères d'expérience, d'expertise et d'autorité et de fiabilité qui servent à évaluer la qualité des contenus d'une page web. Et ce niveau-là de qualité est vraiment déterminant au niveau du classement dans les résultats de recherche. Donc, si vous pensez systématiquement à ces 4 points quand vous rédigez vos mots-clés, vos contenus, etc., et naturellement, vous optimiserez votre référencement. Alors, des exemples concrets de bonnes pratiques pour vous apporter la preuve de votre expertise thématique, le fait que votre site web soit expert dans votre thématique. La première partie, le E de expérience, par exemple, publier des retours d'expérience réels et authentiques
des témoignages d'experts, des clients qui sont venus chez vous, vous les interviewez, vous faites une belle page avec au minimum 2000 caractères, des belles photos de quand ils étaient chez vous, quand ils sont venus dans votre destination, s'ils étaient en famille, si c'était des seniors, si c'était des cyclistes, etc. Faites-en plein, ça c'est hyper bénéfique. La deuxième partie, la notion d'expertise. N'hésitez pas, sur certaines pages de vos sites web, à proposer des contenus vraiment très denses, des contenus approfondis, traitant de manière vraiment très profonde d'une thématique proche à votre activité. Par exemple, des tutoriels détaillés, des foires aux questions avec 10, 20, 15 questions, des foires aux questions thématiques en fonction de plusieurs sujets. L'autorité, bah, ça rejoint la stratégie de netlinking que vous devez déployer. Il y a un exemple que j'aime bien. En fait, Google accorde beaucoup d'importance à des sites web qui sont, par exemple, celui de la NASA. Voilà, le site web de la NASA est un des premiers sites web qui a existé. Donc, c'est un des sites web. Si un jour vous arrivez, si votre beau-frère ou votre cousin travaille à la NASA et qu'il arrive depuis une page cachée, même si elle est très loin dans l'arborescence du site web de la NASA, à faire un lien depuis le site web de la NASA vers votre site, là, vous allez voir que en termes d'autorité, vous allez remonter dans les résultats de recherche. Voilà, c'est pour vous donner un exemple concret. Et enfin, la crédibilité, trust. Et bah, ça, c'est des critères plutôt techniques. Le fait que vos sites web aient un certificat SSL, que vous respectiez certaines normes RGPD au niveau des données bancaires, que votre fiche établissement Google soit validée. Voilà, ça, c'est sur la partie Google Hit. La deuxième partie, c'est l'explosion de la recherche vocale. Donc ça, c'est vraiment en cours, c'est pas nouveau. Je ne vais pas parler de choses nouvelles, mais vraiment, voilà, selon l'étude Statista, aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards d'assistants vocaux sur la Terre, donc essentiellement des smartphones. Et aujourd'hui, 40% des internautes utilisent la recherche vocale quotidiennement, dont 44% via smartphone, dont 10% quand ils sont au volant en train de conduire. Non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pour rigoler, mais voilà, c'est vrai que la recherche vocale prend de plus en plus d'importance, notamment chez les jeunes. Moi, je vois, j'ai un ado à la maison, il est en mode recherche vocale quasiment systématique. Et donc, qui dit recherche vocale dit aussi des recherches de plus en plus longues, avec des recherches de 29 mots, allant jusqu'à 29 mots en moyenne pour certaines thématiques. Donc là, on voit que maintenant, la notion de mots-clés, elle est un peu has-been. Il faut vraiment se positionner sur des expressions clés, voire sur des recherches, des requêtes parfois, des recherches très très longues. Des recherches très très longues et de plus en plus détaillées qui nécessitent des réponses très précises. Voilà, quand on a une foire aux questions sur son site, il faut vraiment apporter la réponse aux petits oignons, par exemple. Et l'importance des recherches en lien avec une localité. Je n'ai pas de pourcentage, mais je pense que quand même un grand pourcentage des recherches qui sont faites vocales sont souvent en lien avec hôtel Nantes, trouve-moi un hôtel à Nantes, trouve-moi un hôtel sympa en Anjou, proche de tel vignoble, etc. Voilà, le fait d'être bien positionné, encore une fois, dans son balisage sémantique et dans ses contenus rédactionnels sur sa zone géographique, c'est important. Mutation en cours à venir, référencement et réseaux sociaux. Donc, ça peut paraître assez paradoxal parce que quand on parle de référencement, on parle avant tout de moteurs de recherche, mais de plus en plus de personnes, notamment chez les jeunes, de plus en plus de personnes font directement la recherche d'un lieu, d'une marque, d'un établissement, directement dans le réseau social, que ce soit Instagram ou TikTok, par exemple. Donc là, c'est Prabhaba Raghavan, qui est le vice-président senior de Google, qui disait lors d'une conférence en 2022 que 40% des jeunes, comme je le disais, voilà, c'est ce pourcentage-là qui est intéressant, se rendent directement sur Instagram pour rechercher des entreprises ou des produits. Donc voilà, encore une fois, soyez présents sur ces canaux, essayez de les investir. Ça peut être chronophage, faites le bon choix sur ceux qui sont cohérents avec vos cibles, mais sachez que de plus en plus de vos cibles, et notamment des jeunes générations, vont faire des recherches directement sur les moteurs sur les réseaux sociaux. Pardon. Alors, l'intelligence artificielle, donc là, je ne vais pas m'épandre, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'un webinaire de l'Académie du e-tourisme. Je fais un petit zoom, une petite mise en avant sur Dominique Dufour qui, le 14 février prochain, 2024, donc inscrivez-vous si ce n'est pas encore le cas, va faire un webinaire dédié sur comment utiliser ChatGPT et les autres services d'intelligence artificielle dans votre activité.
Donc là, je vais aller très rapidement, mais voilà, c'est une énorme mutation qui est là depuis 1 an maintenant. Et ça peut être des outils qui parfois font peur, mais qui peut, en termes de gain de productivité, de gain de temps, être très intéressant. Sachez que Google ne pénalise pas l'utilisation de l'IA tant que c'est pas pour manipuler les critères de classement. Des exemples d'utilisation, je vais vous en montrer 2 après, mais ça peut vous aider à générer automatiquement des balises title, des balises description, des nouveaux contenus rédactionnels thématiques, des images aussi avec Midjourney. Là, par exemple, j'ai demandé à ChatGPT, rédige-moi un descriptif de 300 caractères pour une chambre d'hôte spécialisée dans l'accueil des cyclotouristes à Saumur. Le texte n'est pas délirant, il fait 300 caractères, il y a plein de mots-clés qui sont bien positionnés dedans. Le texte a un minimum d'empathie, bon, il serait à reprendre un peu quand même, voilà, mais franchement, c'est assez bien fait. Et ce texte-là a été généré en environ 5 secondes par ChatGPT. L'équivalent de ChatGPT chez Google, c'est Google Bard, voilà, un outil que je vous invite aussi à tester. Là, je l'ai testé dans un autre cas de figure. Je lui ai demandé de me créer une foire aux questions pour un camping en Vendée, proche de l'océan. Voici quelques-unes des questions qu'il m'a sorties. Question 1, quel est le nom de la plage la plus proche du camping? Question 2, quelle est la distance entre le camping et la plage? Question 3, quels sont les horaires d'ouverture de la plage? Enfin voilà, ça peut vous donner de l'inspiration pour créer une foire aux questions, par exemple. Toujours dans le fait de l'explosion de l'intelligence artificielle est en préparation chez Google. Il est accessible en version bêta aux États-Unis. Voilà, dans les tuyaux un nouveau moteur de recherche Google basé sur l'IA générative. Il a été présenté en mai dernier. Voilà, et en fait, c'est un moteur de recherche qui propose des réponses générées par l'IA en premier lieu. Donc, il y aura une couleur vraiment dédiée. On verra que ces réponses-là sont proposées par l'IA Google et on pourra interagir de manière conversationnelle avec cette IA pour affiner et personnaliser ses résultats. On n'a pas encore de date de sortie de ce nouveau moteur de recherche Google en France, mais il est disponible aux États-Unis en version bêta. Là, par exemple, c'est un exemple, c'est un capture d'écran de ce que proposera ce nouveau moteur de recherche. Donc là, c'est quelqu'un qui a demandé en anglais qu'est-ce qui est le mieux pour une famille avec 3 enfants et un chien. Est-ce que c'est plutôt de visiter ce canyon ou alors celui-là? Et là, en fait, l'IA nous répond de manière détaillée en nous donnant tous ces conseils et on peut affiner derrière. En fait, j'ai pas un chien, c'était un chat, ou non, j'ai pas 3 enfants, mais ou alors j'en ai un qui est en fauteuil roulant, malheureusement, etc. Bref. Et le dernier point, avant d'arriver sur le témoignage d'Anna Moriva, c'est un petit focus sur l'éco-conception. Donc rapidement, Google, voilà, la notion d'éco-conception est vraiment très Google-friendly. La notion d'éco-conception, c'est comment construire un site web qui consomme le moins d'électricité possible, tout simplement, pour faire simple. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières d'agir là-dessus. Privilégier un hébergeur green, donc c'est-à-dire qui utilisera autant que faire se peut et majoritairement une énergie décarbonée pour alimenter ses serveurs. Ne déployer sur votre site web que des fonctionnalités uniquement utiles et indispensables. Je pense à certains sites web d'office de tourisme qui proposent des sites web avec parfois des moteurs de recherche avec des facettes très complexes. Est-ce que tous les utilisateurs les utilisent? Pas forcément, mais ça peut être chronophage, ça peut être, pardon, énergivore. Le web design, concevoir un design simple et une charte minimaliste avec des couleurs éco-friendly. Il y a des couleurs éco-friendly, on peut trouver des chartes couleurs éco-friendly parce qu'il y a des couleurs qui utilisent plus d'électricité que d'autres. Le code, donc là, c'est une partie technique, une optimisation systématique et une minification de votre code CSS, des JavaScript, etc. Utilisez un thème léger si vous êtes avec WordPress, par exemple. Et enfin, les images, optimisez systématiquement toutes vos images en termes de poids, en termes de redimensionnement. Et si vous le pouvez, utilisez le format WebP, qui est un format qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui a été créé par Google. Vous connaissez le PNG, le JPEG, le WebP, c'est vraiment un super format qui permet de réduire de manière drastique les images, de passer d'une photo de 10 MO, par exemple, à seulement 75 KO, tout en gardant une super définition. Voilà, donc j'en ai fini. Enfin voilà, vous pourrez aller voir un dernier site web qui est le site web de Brive-la-Gaillarde qui a été entièrement éco-conçu et qui est vraiment un super bel exemple.
de ce qu'est un site web éco-conçu avec très peu de photos, presque pas de vidéos, l'usage de beaucoup de SVG, voilà, d'iconographie et de choses comme ça, c'est d'illustrations plutôt que de photos qui sont moins lourdes. Bref, ça c'est un exemple parfait. Je vais laisser la parole à Anna Morivar, que j'introduis, qui est donc la responsable communication digitale du Bioparc de Douai-la-Fontaine. Anna, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Alors, juste une petite indication. J'ai bien noté, il y a un certain nombre de questions dans le chat. On va y répondre après l'intervention d'Anna, hein. On va laisser Tout à Anna fait. voilà, Oui, oui, oui. Là, intervenir. Et ça Anna, permettra de compléter aussi, peut-être avec tout à des fait. questions qui seront liées à Anna a l'intervention de Anna. un quart d'heure pour nous présenter tout ce dont on a déjà échangé en amont, ce qu'elle a préparé. Et à la fin, il y a un question-réponse pour ceux qui devront partir. Bah, je comprends bien, mais pour ceux qui peuvent rester, bah, je tenterai d'y répondre jusqu'à, même si on dépasse 15h30, il n'y a pas de souci de mon côté. Voilà. Anna, bah écoute, moi j'ai eu le plaisir de pouvoir échanger déjà en amont pour préparer ce webinaire avec Anna. Je te laisse la parole, peut-être présenter déjà dans les grandes lignes, voilà, le bioparc et la notion de numérique, de référencement naturel et d'éco-conception, les points que tu voulais aborder. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, on a échangé avec Grégoire avant la présentation d'aujourd'hui et l'idée, c'était vraiment de trouver un lien entre tout ce qui vient de vous dire, pardon, qui est vraiment très intéressant. Et puis, nous, comment on l'applique au bioparc. Juste un petit contexte. Le bioparc est un parc zoologique qui est situé en Anjou, entre Angers et Saumur. Il a été créé en 1961 par Louis Gay et aujourd'hui, c'est le petit-fils du fondateur, François Gay, donc, qui est à la tête de l'entreprise. On accueille 1800 animaux de 130 espèces différentes et je vous ai mis en 4 points ce que l'on considère comme nos axes différenciants pour le bioparc. Donc, un parc sur mesure pour les animaux menacés puisqu'on accueille en priorité des espèces pour lesquelles on agit dans le milieu naturel. Et tous les animaux qui sont élevés ou échangés au bioparc le sont dans un cadre strict, on va dire, qui vise à leur conservation. Et c'est toujours sous le giron de l'EASA, qui est l'Association européenne des eaux, le bioparc qui propose une exploration grandeur nature, puisque pour ceux qui connaissent le bioparc, en fait, on est installé dans un site naturel, végétal et minéral très particulier, qui est en partie composé d'anciennes carrières d'extraction de pierres, de falins, ce qui en fait le seul zoo troglodytique au monde. On a vraiment à cœur de proposer à nos visiteurs une visite de qualité et respectueuse de l'environnement. Depuis 2011, on a installé dans l'entreprise un système de management environnemental qui nous permet de mesurer et de réduire nos consommations d'énergie et de matières premières. Et enfin, le bioparc qui porte un engagement pour la nature dans le monde entier, puisque depuis 2001, nous agissons à travers nos projets nature pour la préservation des espèces animales à travers le monde aux côtés des populations locales. Donc, une fois que le contexte est posé, on se dit, OK, le bioparc, mais nous avons quand même besoin du numérique pour travailler et pour échanger avec nos clients. Le numérique qui est une ressource critique et qui émet une pollution. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Et depuis 2022, on est vraiment dans cette démarche de proposer aux utilisateurs des services numériques qui sont accessibles et durables, tout en essayant de limiter l'impact de ces services et contenus sur l'environnement. Voilà, je sais pas, Je Grégoire, passe à la slide d'après. Ouais, merci. Donc, je reprends les points tout simplement en fait, que Grégoire a évoqués juste avant parce que ce sont des Oui. critères qui sont vraiment très, très pertinents. Il a parlé de l'hébergeur vert. Alors, on pourrait en parler longtemps. C'est vrai que c'est des solutions qui sont en train d'émerger. Il y a de nouvelles entreprises qui se positionnent sur ce marché-là. Aujourd'hui, nous, on est toujours chez OVH, qui est le leader mondial pour les hébergeurs web et qui est quand même référencé et bien noté par un organisme qui s'appelle The Green Web Foundation et qui note en fait, qui attribue une note aux hébergeurs en fonction de leur éco-conception si on veut. Et j'ai mis une phrase juste en dessous pour expliquer que parfois on aurait envie de choisir un hébergeur vert mais que
c'est pas forcément facile en fonction des enjeux, notamment de e-commerce qu'il peut y avoir derrière. Donc, le tout, c'est de faire le choix en connaissance de cause pour pouvoir mieux l'assumer derrière. Si je peux me En termes... permettre, et je me permets juste d'interrompre, en France, il y a O2 Switch qui est à Clermont-Ferrand. Alors, je ne connais pas sa note sur The Grid Web Foundation Web, je ne connais pas sa note, mais en tout cas, il est vraiment engagé dans une démarche au niveau de l'alimentation de ses serveurs, via de l'alimentation d'une énergie décarbonée. Donc, c'est une entreprise française qui est basée en plus à Clermont-Ferrand. Moi, je l'utilise depuis longtemps. Donc, j'irai voir s'ils sont bien notés sur The Green Web Foundation, mais c'est intéressant. Voilà, je t'ai coupé, pardon. Et non, Ou il de n'y a pas de Switch. souci. Je pense qu'ils le seront, hein, et le but aussi, c'est d'essayer de faire référencer des hébergeurs qui ne le sont pas encore. Donc, s'ils ne le sont pas, il faudra peut-être leur soumettre. Après, en ce qui concerne les fonctionnalités et les contenus, Grégoire l'a aussi évoqué. Le contenu est roi et aujourd'hui, il est vraiment important de se mettre dans une position de sobriété éditoriale pour Ouais. vraiment proposer du contenu pertinent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris toute notre arborescence. On s'est dit, bon, voilà, en étudiant les statistiques, est-ce que vraiment ce contenu, il est utile? Est-ce qu'il apporte quelque chose à l'utilisateur? Est-ce que la page fonctionne sans problème? Ou est-ce qu'on a eu des retours d'utilisateurs qui disaient, j'ai pas réussi à utiliser votre formulaire, donc je procède différemment? Et puis, est-ce qu'il est vraiment utilisé et consulté? Donc ça permet un petit peu de faire le tri dans vos contenus et puis soit de le réintégrer ailleurs si vous pensez que c'est vraiment pertinent, soit simplement de le supprimer parce que s'il est là mais qu'il ne sert à rien, bah, finalement, c'est pas vraiment pertinent et Ouais. puis c'est aussi générateur peut-être d'une certaine forme de pollution. Mais c'est vrai que la notion de sobriété éditoriale, je ne l'ai pas du tout abordée dans tout mon parcours, dans tout mon déroulé. Elle est vraiment hyper importante. C'est vrai que pondre du contenu, pour se positionner systématiquement sur des intentions de recherche, ça peut être comment on va dire, le choix, le parti pris de certaines agences ou voilà, qui vont vous pousser ça. Mais c'est à vous-même après de quand même aussi d'avoir un regard sur vos valeurs et sur voilà, le stop à l'infobésité et n'aller peut-être qu'à l'essentiel, quitte à perdre un peu de trafic, mais avoir que du trafic qualifié, quoi. Ouais, gagner en pertinence, c'est vrai. Après, ce qui concerne le web design, alors là, c'est pareil. Nous, notre site web, celui que vous pouvez voir aujourd'hui, date de 2019. C'était la date de la dernière refonte. À l'époque, je pense que les problématiques d'éco-conception n'étaient pas aussi développées ou en tout cas connues en France. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui je devais refaire le site internet du Bioparc, j'intégrerais d'autres critères. Notamment sur l'accessibilité, le choix des couleurs, les contrastes. Aujourd'hui, je vais plutôt vers une adaptation de certaines pages ou de certaines icônes quand c'est possible. Mais là, je vous ai mis un petit lien sur un guide qui existe et qui a été écrit par Frédéric Bordage, les 115 bonnes pratiques pour l'éco-conception web. Voilà, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, c'est aussi très, très ludique. Je me déroule. En tout Ouais. cas, là, c'est vrai que le lien entre éco-conception et référencement naturel, il peut sembler parfois pas évident, mais voilà, sur ce qu'on va voir après, et notamment les deux derniers slides qu'a proposé Ada, vous allez voir que le lien, il est quand même hyper concret, hyper tangible. Ouais. Je continue sur les images et les vidéos. Tu en as parlé aussi. Voilà, le format WebP qui est maintenant largement utilisé. Et quand je me rends compte, moi, que mes images sont un peu trop lourdes, je vais encore les compresser derrière quand je sais que ça va être des petits formats. Ça permet vraiment d'alléger le poids des pages autant que possible. Et puis, pareil, pour le format des vidéos, bien penser à mettre un format léger. Alors après, nous, sur notre site internet, on n'en utilise pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Au niveau du code, donc là, c'est plus sur l'aspect accessibilité. On a réalisé en 2022 avec notre agence web une modification sur l'accessibilité de notre site internet pour les personnes en situation de handicap. Pareil, il y a des petits trucs tout simples qui peuvent être mis en place, comme la navigation au clavier, qui sont essentiels pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser correctement une souris et qui sont aussi vues de façon positive pour le référencement naturel. Ok.
Et puis, je voulais terminer en vous parlant de la qualité web. Pardon, c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé ces derniers mois et qui va m'occuper encore pendant un bon moment en 2024. En fait, ce sont 240 règles de qualité web, dont une partie porte sur l'éco-conception et puis le SEO. Et ça vise vraiment en fait à améliorer la qualité et la pertinence de votre site Internet. Et n'oublions pas que Google aime la qualité. Donc, toutes les améliorations que vous pourrez faire euh, bénéficieront à votre référencement. Et donc, pour illustrer ces petites règles, je vous en ai sélectionné quelques-unes sur les slides d'après. Donc, par exemple, voilà, la numéro 5, la première occurrence d'une abréviation ou d'un acronyme dans le corps de chaque page donne accès à sa signification. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'EASA, l'Association européenne des eaux. J'en parle sur le site Internet. La première fois que je l'ai évoqué, j'ai expliqué ce que c'était. Ok. La page d'accueil expose la nature des contenus et services proposés. Normalement, si vous allez sur la page d'accueil du bioparc, vous aurez un petit descriptif qui vous explique ce qu'est le bioparc et quel contenu vous allez trouver sur notre site Internet. Okay. Grégoire a aussi parlé des titres des pages, qui est hyper important en termes de référencement. Voilà, si on va un peu plus loin, l'adresse complète et le numéro de téléphone des sociétés sont disponibles depuis toutes les pages du site Internet. Il faut se dire qu'à un moment donné, votre utilisateur, il va peut-être avoir besoin de vous contacter autrement que par votre site Internet. Et s'il a une adresse à laquelle écrire ou un numéro de téléphone pour vous appeler, bah, ça va peut-être l'arranger. Et en plus, Google va le comprendre de façon positive. Ouais, pour aller dans ton sens, par exemple, si dans le pied de page, dans le footer de votre site, vous avez systématiquement votre numéro de téléphone et votre adresse mail, la personne arrive en bas de page, elle voit ces informations-là, ça lui évite de retourner dans le menu, de cliquer sur la page contact et du coup de charger une nouvelle page qui va consommer potentiellement de l'électricité sur un serveur. Bref, mais c'est des bonnes pratiques qui peuvent paraître souvent du bon sens et le plus souvent très simples à mettre en place, mais tout ça cumulé, c'est voilà, c'est intéressant. Ouais. Et donc, je ne sais pas si tu peux passer sur la slide d'après, Oui. Grégoire. On parlait de bon sens, pareil, le plan du site disponible sur toutes les pages. Ça, normalement, vous l'avez sur votre site Internet. C'est vraiment la base de la base. Il faut bien vérifier que c'est là. Tous les liens internes, pareil, de votre site Internet sont valables. Si un utilisateur clique sur un lien qui mène vers une autre page de votre site et que le contenu n'est plus là, il sera forcément déçu. Les vidéos sont déclenchées par l'utilisateur. Donc ça, c'est pareil pour ne pas perturber l'utilisateur, parce qu'on ne sait pas finalement à quel moment il va consulter votre site Internet. Bien penser à laisser voilà, les vidéos et les sons en déclenchement manuel et non pas automatique. Et puis, j'ai terminé avec une règle qui concerne plutôt le e-commerce, parce que je pense que certains offices de tourisme ont peut-être des boutiques en ligne. Nous, c'est notre cas aussi. Bien permettre en fait l'achat d'un produit ou d'un service sans forcément demander à l'utilisateur de créer un compte. Voilà. Il doit pouvoir être libre de le faire et ça améliore notamment, je pense, le taux de conversion. Oui, effectivement, il n'y a pas besoin de se créer un compte, de recevoir un mot de passe, etc. Donc, on va plus vite à l'essentiel et à l'acte d'achat. Ouais. Voilà. Et donc, si vous avez envie, que vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur le site DopQuest. Je vous ai mis le lien en bas pour consulter les 240 règles. Donc, certaines sont vraiment plus techniques que d'autres. Et là, c'est des exemples que je vous ai mis qui sont quand même assez accessibles et compréhensibles. Voilà. Bah, c'est super intéressant, ça donne envie d'aller les découvrir plus en profondeur. Ça donne aussi envie de découvrir quand sera en ligne le futur site web du Bioparc. C'est prévu pour quand? Alors, je ne sais pas, puisque justement, dans une mission de sobriété, de durabilité. Ah ben oui, 2019, c'est encore assez frais, oui, c'est vrai. Ouais. Non, tant qu'en fait, on ne constate pas vraiment de dysfonctionnement grave sur le site, on préfère aller vers des évolutions qui permettent de l'améliorer plutôt que d'aller vers une refonte globale. Mais bon, on y viendra forcément à un moment donné. Ok. Ben écoute, merci Anna pour ce témoignage qui vraiment sur plein de points a complété ce que j'ai essayé de rassembler en 1 heure et demie qui s'est transformé en un peu plus d'1 heure et demie. Mais voilà, en tout cas, merci. Merci à toi. On va passer aux questions-réponses.
Donc, vos questions, vos réponses. Donc, soit, Françoise, tu préfères qu'on reprenne les questions par écrit ou est-ce que les gens s'adressent On va déjà les reprendre par écrit, puis Claire. après, il pourrait y avoir peut-être d'autres questions. Celle par écrit qui restait, c'était Alors, attends, qu'est-ce j'ai une que tu discussion. pouvais penser de Fairguest? Voilà, il y avait toute une discussion sur Fairguest, sur le sur fait les avis. que les avis, est-ce que aussi on peut être sûr que quand il y a des témoignages sur un site web, ce sont des vrais témoignages? Comment faire pour rassurer finalement l'internaute sur la véracité des avis et des témoignages qui peuvent être, par exemple, présents sur le site web? Ok. Ça, c'est les premières questions. Voilà, c'est Alors, autour sur la Fairguest. notion d'avis, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Trust Index, qui est un outil qui permet sur un site web de faire remonter des avis certifiés, que ce soit des avis issus de la fiche établissement Google, que ce soit des avis issus de TripAdvisor. Il y a vraiment un grand nombre de plateformes et du coup, ça donne du crédit à votre démarche dans le sens où c'est pas des témoignages que vous avez rédigés vous-même. À chaque fois, le lien vers l'avis est cliquable et il mène vers la plateforme où il a été publié. Donc là, on peut pas tricher. Donc moi, je connais cette extension sur WordPress, Trust Index. Elle marche très très bien. Je connais pas. J'imagine qu'elle est aussi. Si vous avez d'autres CMS, on peut la coupler à d'autres CMS. Fairguest, je ne connaissais. Enfin, je connaissais de nom, mais je l'ai jamais testé. Donc moi, je conseillerais Trust Index. Et donc ça, c'était le premier point. Peut-être si jamais il y a des questions complémentaires sur les avis avant qu'on passe à une autre thématique, vous pouvez rouvrir votre micro pour préciser votre question. Sinon, il y a une question aussi sur Google qui n'accepterait plus les visuels JPEG et donc uniquement les conversions en WebP. Alors, ça, à ma connaissance, s'ils n'acceptent plus dès à présent dans Google Images, peu d'images vont remonter parce que je ne connais pas le taux d'usage, le taux de pénétration, d'utilisation du format WebP, mais il me paraît encore assez faible quand même. Donc, peut-être que je sais que alors le WebP peut avoir parfois certains défauts, c'est-à-dire que sur certains navigateurs, notamment si on a un vieux Mac avec un Safari pas à jour, etc., les formats en WebP ne s'affichent pas. Donc, ça représente très, très peu d'utilisateurs. Mais voilà, le format WebP, pour moi, il a vraiment de beaux jours devant lui. Je ne pense pas qu'il va pouvoir détrôner 100% le JPEG et le PNG et que Google va faire fi totalement de ces formats-là, même s'il tente de pousser le format WebP car il l'a inventé. Mais je ne me suis pas documenté sur le fait qu'il allait bannir les deux autres, donc je ne sais pas. Voilà, il y a en effet Thierry Fort qui évoquait ça en disant que le navigateur d'Apple Safari ne prendrait pas en charge le Oui, WebP. Voilà. ça, effectivement, c'est un frein. Je l'ai déjà eu chez notamment des gens qui utilisent des tablettes, iPad et consorts. Ça peut être un mini frein, mais franchement, moi, quand on regarde encore une fois, moi qui suis des statistiques d'un grand nombre de sites web, souvent la connexion depuis tablette, elle représente 2 ou 3%. Donc, bon, ça reste mineur quant au gain que ça peut représenter par ailleurs. Après, sur Safari, toutes les versions modernes avec les nouveaux navigateurs et les nouveaux OS. Alors moi, je suis PC, mais pour la petite histoire, ma femme est Mac. Le WebP passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. J'en profite pour passer le petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez déjà le remplir en ligne sur le Google Form, vous pouvez, comme ça, D'accord. ce sera fait. Sinon, on vous l'enverra après avec le support. Mais quand c'est fait tout de suite, c'est encore plus facile finalement de le faire à chaud immédiatement. Et puis en même temps, s'il y a encore d'autres questions, alors question, oui, Trust Index, est-ce que tu conseilles la version payante, nous demande Laetitia. Alors, la version gratuite a des limites. Par exemple, sur la version gratuite, si vous voulez, je peux vous montrer un site où j'utilise la version gratuite, si ça vous parle. Donc là, on est sur le site web d'un hôtel qui est vers Montpellier, à Carnon, sur le littoral languedocien, peu importe. Donc, il y a une page Vos avis. Et là, j'ai utilisé la version gratuite de Trust Index. Donc, je vais vous montrer les freins de la version gratuite. Les freins de la version gratuite,
ils sont assez simples, c'est qu'on peut refaire uniquement remonter que les 10 derniers avis et pas plus. Et on peut faire remonter les avis uniquement que d'une seule plateforme. Mais par contre, l'intégration web design, elle est vraiment super. Il y a plein d'options, on peut gérer vraiment tout un tas de choses. C'est vrai que parfois, on voit des avis qui remontent sur certains sites web et ça casse un peu le design. Et parfois, ça fait un peu verru sur un site web. Là, l'avantage, c'est que ça marche très, très bien. Après, la version payante, bah, elle vous ouvre voilà, le fait de pouvoir faire remonter des avis de différentes plateformes autres que Google et d'en faire remonter plein et en temps réel, etc. On peut remonter que la note, on peut enlever le texte. Je vois la question de Laurence. On peut choisir si on remonte ou on peut choisir de ne faire remonter que les avis entre 4 et 5 étoiles. Bon, c'est un peu triché, mais on peut. On peut choisir de faire remonter ou pas le nom de la personne et son avatar. Enfin voilà, il y a toute une. On peut sélectionner et ce, même dès la version gratuite. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, hein, si vous voulez. Là, maintenant, on est plus en ouvert. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions complémentaires. Oui, on peut enlever aussi des avis peu pertinents avec Trust Index. Alors, je ne sais pas si c'est… Alors, on ne peut pas les enlever à la main, mais on peut enlever tous ceux qui, par exemple, n'ont laissé qu'une note, mais sans texte. On peut décider de ne pas les faire On peut remonter. décider de ne pas les faire remonter. Voilà. Ouais. Et tous ceux qui ont laissé une note très basse, exécrable, bon, ça, c'est quand même de votre devoir d'y répondre ou de vous poser des questions quant à la bonne foi ou à la mauvaise foi de la personne. Voilà. Mais vous pouvez décider de les filtrer, de ne pas les faire remonter. Voilà. C'est un peu triché, mais… D'accord, je ne sais pas si j'ai vu toutes les questions. Sinon, je voulais aussi passer un petit message, enfin, te remercier, Grégoire, d'avoir aussi relevé le défi de préparer le contenu de ce webinaire un petit peu en dernière minute, puisqu'au départ, c'était Sabrina Échappé de… zut, j'ai oublié. Web Créatif. Web Créatif, voilà, qui devait animer ce webinaire et qui, malheureusement, pour des gros pépins de santé, ne pouvait pas le faire. Donc, on pense bien à elle. Et puis, voilà, et on te remercie, donc, Grégoire, d'avoir pris le relais rapidement pour assurer le webinaire. Voilà. Bah, c'est une thématique qui m'intéresse fortement. Donc, voilà, j'ai essayé de m'en saisir. Je ne sais pas si je l'aurais fait aussi bien que Sabrina, parce qu'elle a aussi un regard qui est peut-être différent du mien. Et voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et j'espère que autant qu'en tant qu'institutionnel ou que professionnel classique, voilà, vous avez pu avoir des clés et que le support vous permettra d'avancer pas à pas dans l'amélioration de votre positionnement sur Google. Ah, il y a encore quelques questions, mais… Oui, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je les ai… cela concerne les hébergements, les loisirs au niveau Oui, de Trust voilà. Index. Alors, je suppose que c'était aussi, voilà, en ce qui concerne Trust Index, hein, je crois. Ah bah, on peut tout faire remonter. Hein, ça peut concerner un restaurant, comme un avocat, comme Ah oui, puisque c'est finalement, ouais, si on fait remonter les avis Google, par exemple, voilà, c'est multi. tout type, voilà, c'est multi-secteur. Et il y avait aussi une demande de conseil de quelques prestataires pour la gestion du référencement et la refonte du site. Ça, c'est plus difficile, je pense. Moi, je vais rester neutre et impartial. Bah oui. Je fais des sites web, je crée, je refond des sites web. Je suis spécialisé dans le monde du tourisme, donc voilà, je peux parler de moi. Mais voilà, après, sur la partie référencement, bon, moi, je connais des gens. Enfin, moi, je suis pas spécialisé dans l'audit de référencement ou dans le référencement. C'est une corde que j'ai à mon arc, mais je ne suis pas 100% spécialisé là-dessus. Si vous le souhaitez, moi, je vais pas pousser des gens forcément plus que là d'autres dans le webinaire, mais si vous voulez m'envoyer un mail, en fonction de votre localisation géographique, j'ai dans mon carnet d'adresses 2-3 personnes de confiance qui travaillent très très bien et qui connaissent le monde du tourisme, en plus de connaître le monde du référencement. Du référencement. Voilà. C'est une réponse de Normand, mais ouais. Non, mais c'est tout à fait justifié. Voilà, bah, écoutez, je crois que on a dépassé d'une dizaine de minutes. C'est pas, Il est franchement, 39, ouais, j'ai dû aller franchement un peu vite sur j'ai dû aller un peu vite sur toutes les tendances en cours et à venir, mais voilà.
Si vous avez donc des dernières questions, on est encore là. Et puis sinon, merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous allez recevoir le support là très vite, normalement, d'ici 2 jours ou d'ici 3 jours. Voilà, le temps de valider un peu tous les présents et de faire la petite liste et de vous l'envoyer. Pour le replay, par contre, ça prendra un petit peu plus, une semaine ou le temps que le replay soit mis en ligne ensuite via Solution Éco sur le site de l'Académie. Et donc, vous pourrez le retrouver sur le site de l'Académie dès que ce sera en ligne. Et il faut compter à peu près une semaine pour y avoir accès. Voilà. Un dernier focus, je répète les 2 dates de formation proposées par l'Académie du tourisme en lien avec le référencement naturel. Donc celle du jeudi 25 janvier à Saint-Michel-en-Lerme en Vendée et celle à venir à Laval, date encore voilà, entre janvier et février, l'intitulé « Travaillez votre référencement naturel sur Google ». Donc là, ce sera vraiment sur une journée complète. Ce sera un mélange de formation théorique, mais aussi à chaque fois de mise en pratique. Je vous ferai mettre les mains dans le cambouis. Donc, si vous avez du temps, voilà, que c'est un peu la saison off et que vous souhaitez vous déplacer en Vendée ou à Laval, et ben voilà. Alors, sachant qu'en Vendée, dans un premier temps, ça va être réservé à tous les prestataires qui sont du territoire. Oui. du territoire, de la destination Sud-Vendée Littoral, puisque ça se fait en partenariat avec l'Office de tourisme de Sud-Vendée Littoral. Bien sûr, bon, après, vous pourrez, si jamais il y a de la place, bien sûr, vous pourrez aussi vous y inscrire. On ne va pas fermer non plus. Disons que seront prioritaires les professionnels de Sud-Vendée Littoral. Et puis, sur Laval, il y a une petite priorité également à la Mayenne, mais voilà, je pense qu'en général, il n'y a pas de souci non plus sur le fait que vous pouvez venir d'autres territoires ou d'autres destinations. Je crois que on est presque sur la date. Je crois que ça pourrait être le 13 février, mais voilà. La veille de la Saint-Valentin, ok, c'est parfait. Voilà, donc 14, je suis chez moi avec mon épouse, c'est bon. on est en train de la finaliser avec les participants. Je pense que ça devrait être le 13 février. Voilà, on est en train de vérifier. Donc voilà, merci à vous tous. Et donc, rendez-vous sur le prochain café de l'Académie qui aura lieu maintenant au mois de janvier et qui sera consacré, je crois, aux réseaux sociaux, si je ne l'ai plus en tête. Mais vous pouvez vous rendre sur le site de l'Académie pour vérifier, avoir téléchargé le programme, avoir l'ensemble des informations. Donc, merci à vous tous et bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup à Anna pour son témoignage Merci, Anna. du bioparc. C'était super. Et ça permet de voir exactement, concrètement aussi, voilà, pour un site touristique, comment vous gérez tout ça et en essayant d'y mettre le maximum d'efficacité et de durabilité. C'est ça. Bon, merci Françoise pour cette conclusion et au plaisir pour en vrai pour une formation ou pour un prochain webinaire. Voilà. Merci.